La nouvelle vient de tomber ce jeudi 27 août 2026, l'UEFA a officiellement annoncé qu'elle prépare une plainte pénale en droit suisse contre Gianni Infantino, président de la FIFA, pour gestion déloyale. C'est une bombe dans le monde du football mondial. La plus haute instance du football européen accuse le patron de la FIFA d'avoir mis en danger l'institution qu'il dirige, au profit d'intérêts privés. Comment en est-on arrivé là? Pour comprendre cette crise sans précédent, il faut remonter à la source. Qui est vraiment Gianni Infantino? Giovanni Vincenzo Infantino naît le 23 mars 1970 à Brigli, une petite ville du canton du Valais, en Suisse. Ses parents sont des immigrés italiens originaires de Calabre, venus chercher du travail dans les Alpes suisses. C'est dans cette ville bilingue, entre montagne et frontières, que le futur patron du football mondial grandit. Dès son plus jeune âge, Gianni Infantino se passionne pour le droit et pour le sport. Il effectue des études brillantes à l'université de Fribourg, l'une des plus respectées de Suisse, où il obtient ses diplômes de droit. Polyglotte naturel, il maîtrise couramment l'italien, le français, l'allemand, l'anglais, l'espagnol et l'arabe, un atout considérable pour une carrière internationale. Ce profil de juriste cultivé et ouvert sur le monde va rapidement lui ouvrir les portes des institutions sportives européennes. Avant d'entrer à l'UEFA, Infantino fait ses premières armes comme conseiller juridique auprès du Centre international d'études du sport à Neuchâtel, une structure académique reconnue dans le monde du droit sportif. Il conseille également des ligues de football en Italie, en Espagne et en Suisse. Ce travail discret mais précieux forge une réputation solide de juriste rigoureux, capable de naviguer dans les méandres complexes du droit sportif international. En 2000, Infantino entre à l'UEFA, l'Union des associations européennes de football, basée à Nyon, en Suisse. Il intègre le département juridique, où il gravit rapidement les échelons. En 2004, il est nommé directeur des affaires juridiques et des licences club, un poste stratégique qui le place au cœur des décisions réglementaires du football européen. Sa maîtrise des textes et sa capacité à construire des compromis en font rapidement un collaborateur incontournable. L'ascension d'Infantino au sein de l'UEFA s'accélère en 2007, lorsque Michel Platini est élu à la tête de l'organisation. Infantino devient le bras droit du légendaire footballeur français, d'abord comme secrétaire général adjoint, puis comme secrétaire général à partir d'octobre 2009. C'est lui qui structure administrativement l'UEFA à cette époque, supervisant au quotidien le fonctionnement d'une institution qui gère des milliards d'euros et des centaines de compétitions. Durant ces années à la tête de l'administration de l'UEFA, Infantino pilote deux réformes majeures qui marquent durablement le football européen. Il met en place le fair play financier, ce règlement révolutionnaire qui impose aux clubs de ne pas dépenser plus qu'ils ne gagnent, destiné à assainir les finances du football de haut niveau. Il supervise également l'élargissement de l'Euro de 16 à 24 équipes à partir de l'édition 2016, une décision qui ouvre la compétition à de nouvelles nations. En 2015, le monde du football est secoué par un tremblement de terre institutionnel d'une ampleur inédite, le FIFA-Gate. Le département de la justice américain inculpe des dizaines de dirigeants de la FIFA pour corruption, blanchiment d'argent et fraudes diverses accumulées sur des décennies. Sepp Blatter, le tout-puissant président de la FIFA, est contraint de démissionner sous le poids des accusations. C'est dans ce contexte de crise profonde que Gianni Infantino va saisir l'opportunité de sa vie. En octobre 2015, Infantino annonce officiellement sa candidature à la présidence de la FIFA. Il profite aussi du discrédit jeté sur Michel Platini, suspendu par le comité d'éthique de la FIFA à cause d'un paiement controversé de 2 millions de francs suisses. Infantino se présente alors comme l'homme de la réforme et de la transparence, promettant de remettre de l'ordre dans une institution gangrenée par les scandales. L'UEFA, dont il est le secrétaire général, lui apporte son soutien unanime. Le 26 février 2016, lors d'un congrès extraordinaire de la FIFA à Zurich, Gianni Infantino est élu 9e président de l'organisation au second tour, avec 115 voix sur 207. Il devient à 45 ans le patron du football mondial, succédant à un Sepp Blatter dont le règne de 18 ans s'est achevé dans le déshonneur. Dans son discours d'investiture, il promet solennellement de changer la FIFA de l'intérieur. L'une de ses premières décisions marquantes est l'élargissement de la Coupe du Monde à 48 équipes à partir de l'édition 2026. Un projet ambitieux, défendu bec et ongle par Infantino, qui voit dans cette expansion une façon de démocratiser le football mondial et d'augmenter les revenus de la FIFA. La décision suscite des débats passionnés, certains y voient une avancée pour le football africain et asiatique, d'autres craignent une dilution de la compétition et un calendrier surchargé. En 2016 également, son nom apparaît brièvement dans les Panama Papers, ces millions de documents révélant les pratiques d'optimisation fiscale de personnalités du monde entier.
Si Infantino n'est pas directement mis en cause pour des activités illégales dans ce dossier, l'apparition de son nom dans ces fichiers contribue à ternir légèrement l'image du réformateur qu'il cherche à incarner. La FIFA tient à préciser que son président n'est visé par aucune inculpation dans cette affaire. En 2020, une nouvelle tempête judiciaire éclate autour d'Infantino. La justice suisse ouvre une procédure pénale contre lui, l'accusant d'avoir eu des réunions secrètes et non documentées avec Michael Lobe, alors procureur fédéral helvétique, alors même que ce magistrat supervisait des enquêtes sur la corruption à la FIFA. Un procureur extraordinaire est nommé pour instruire le dossier. La FIFA dément catégoriquement toute tentative d'influence indue sur la justice. Malgré ce dossier judiciaire, Infantino maintient le cap et continue de gouverner la FIFA sans discontinuer. Il développe une proximité notable avec plusieurs chefs d'État et régimes du Golfe, notamment l'Arabie Saoudite, tissant des partenariats commerciaux colossaux. En 2024, la FIFA annonce un contrat de sponsoring de plus de 100 millions de dollars par an avec Aramco, le géant pétrolier saoudien, une alliance jugée problématique par de nombreuses fédérations européennes en raison des questions liées aux droits humains. Sur le plan sportif, la Coupe du Monde 2026, organisée aux États-Unis, au Canada et au Mexique avec 48 équipes pour la première fois de l'histoire, est un succès populaire indéniable. Les stades se remplissent, les audiences télévisées battent des records, et les recettes de la FIFA atteignent des sommets historiques. Infantino triomphe sur la scène mondiale, acclamé par de nombreuses fédérations qui profitent de l'augmentation des fonds distribués par l'organisation. Mais c'est aussi durant l'été 2026 qu'Infantino choisit de dévoiler un projet dont il rêve depuis plusieurs années, la FIFA Forward Enterprise, surnommée FFE. L'idée est audacieuse, pour ne pas dire radicale, créer une filiale commerciale de la FIFA qui céderait jusqu'à 20% de ses droits commerciaux et opérationnels liés à la Coupe du Monde à des investisseurs privés. En échange, la FIFA recevrait une mise de fonds colossale estimée à plus de 4 milliards de dollars. Derrière ce projet se profile une figure inattendue, Joshua Kushner, fondateur du fonds d'investissement new-yorkais Thrive Capital, gérant quelques 50 milliards de dollars d'actifs. Kushner, frère de Jared Kushner, le gendre de Donald Trump, est à la tête de la structure Thrive Eternal, censée diriger le consortium d'investisseurs intéressés par la FFE. La révélation de ce lien avec la sphère trumpiste déclenche immédiatement une levée de boucliers en Europe et au-delà. La réaction de l'UEFA est immédiate et d'une violence rare dans le monde feutré des institutions sportives. Dès le lendemain de l'annonce, l'UEFA convoque une réunion d'urgence de ses 55 associations membres. Au terme de cette réunion, elle annonce un boycott total de toutes les compétitions FIFA, Coupe du Monde comprise, tant que le projet FFE reste sur la table. La formule de l'UEFA est cinglante, la Coupe du Monde, dit-elle, n'est pas à vendre. Le scandale prend rapidement une ampleur mondiale. La CONCACAF, qui représente l'Amérique du Nord et les Caraïbes, rejette elle aussi publiquement le plan FFE. La Confédération asiatique de football lui emboîte le pas. À l'intérieur même de la FIFA, la fronde est spectaculaire, Carlos Cordero, conseiller senior, démissionne le 31 juillet en qualifiant le projet de « mauvais accord pour le football ». Le directeur des opérations Kevin Lamour accuse publiquement son propre patron d'avoir « trompé » le personnel de la FIFA. Face à cette tempête, Infantino recule. Le 31 juillet 2026, la FIFA abandonne officiellement le projet FFE. C'est une défaite cuisante pour le président, qui avait pourtant présenté ce plan comme une « opportunité révolutionnaire ». La FIFA publie un communiqué reconnaissant des « erreurs » dans la manière dont le projet a été conduit et présenté, et s'excuse auprès de ses membres. Mais pour l'UEFA, cette rétractation ne suffit pas. Les fédérations européennes réunies à Monaco décident de ne pas en rester là. Si elles annoncent le 26 août la levée du boycott des compétitions FIFA, elles confirment simultanément que des procédures juridiques sont en cours. L'UEFA a déposé des requêtes préliminaires auprès d'un tribunal de Manhattan pour obtenir des documents détenus par Thrive Capital, et auprès de la justice de Floride pour accéder à des pièces conservées par la FIFA elle-même dans ses bureaux de Coral Gables. Et c'est là que tombe la nouvelle du 27 août 2026, l'UEFA confirme qu'elle prépare une plainte pénale formelle en droit suisse contre Gianni Infantino pour gestion déloyale. Dans un document de 56 pages déposé auprès des tribunaux américains et consulté par plusieurs médias de référence, l'instance européenne soutient que le projet FFE a été mené, frauduleusement, sans le moindre processus démocratique ni consultation des instances dirigeantes de la FIFA elle-même. Sur le plan juridique suisse, l'accusation de gestion déloyale est une infraction pénale grave. Elle suppose de démontrer qu'un responsable a agi en violation de ses obligations fiduciaires, au détriment de l'organisation qu'il est censé représenter, et ce de façon intentionnelle.
L'UEFA estime que le projet FFE remplissait précisément ces critères. Selon elle, Infantino a agi dans son propre intérêt ou dans celui d'investisseurs tiers, en infligeant un préjudice direct et concret à la réputation de la FIFA. Du côté de la FIFA et d'Infantino, c'est le silence ou la défense ferme. L'entourage du président nie toute irrégularité et insiste sur le fait que le projet FFE était présenté comme une consultation démocratique soumise à l'approbation des membres. Infantino lui-même, dont le mandat court normalement jusqu'en 2027, n'a pas encore réagi publiquement aux annonces de l'UEFA. La question de son maintien à la tête de la FIFA est désormais posée ouvertement par plusieurs observateurs et dirigeants. La crise révèle au grand jour une fracture profonde et ancienne entre l'UEFA et la FIFA. Depuis des années, les tensions s'accumulent, le projet de Coupe du Monde tous les 2 ans, les relations d'Infantino avec l'Arabie Saoudite, les retards au congrès de la FIFA au Paraguay en mai 2025 qui avaient provoqué le départ ostensible du président de l'UEFA Alexander Ceferin et des délégués européens. La FFE a été la goutte qui a fait déborder un vase déjà bien plein. Cette crise pose des questions fondamentales sur la gouvernance du football mondial. Qui décide, et dans quel intérêt, des grandes orientations économiques et sportives de la FIFA? Les fédérations nationales, qui composent théoriquement l'assemblée souveraine de l'organisation, ont-elles vraiment leur mot à dire lorsque le président agit en secret avec des fonds d'investissement privés? Le modèle du football comme bien commun, financé par des droits télévisés mutualisés, est-il menacé par la logique des marchés financiers? Dans les coulisses, plusieurs noms circulent déjà comme successeurs potentiels d'Infantino si la pression devait le contraindre à quitter ses fonctions avant l'élection prévue en 2027. Victor Montagliani, président de la CONCACAF, est cité parmi les candidats possibles. L'avenir de la FIFA dépendra en grande partie de l'issue des procédures judiciaires suisses et de la capacité des différentes confédérations à s'entendre sur un projet commun pour le football mondial. Pour l'heure, la procédure pénale annoncée par l'UEFA n'est encore qu'à un stade préliminaire, il s'agit d'une intention formalisée, pas encore d'une inculpation. La justice suisse devra décider si les éléments avancés par l'UEFA sont suffisants pour ouvrir une véritable instruction. Mais le simple fait que la plainte soit préparée, avec à l'appui un dossier de 56 pages étayé de demandes d'obtention de preuves auprès de tribunaux américains, témoigne de la détermination des Européens à aller jusqu'au bout. Cette affaire est aussi un révélateur des tensions géopolitiques qui traversent le football mondial à l'ère Trump. La proximité affichée d'Infantino avec l'administration américaine, il avait été photographié dans le bureau ovale tenant le trophée de la Coupe du Monde aux côtés de Donald Trump en août 2025, et les liens de Thrive Capital avec la famille Kushner ont alimenté les soupçons européens sur une américanisation et une financiarisation rampante du football mondial. Ce jeudi 27 août 2026 restera comme une date charnière dans l'histoire du football mondial. L'UEFA a préparé une procédure pénale contre Gianni Infantino en Suisse pour gestion déloyale, une première absolue entre les deux plus grandes institutions du football planétaire. Qu'il soit finalement condamné, acquitté ou contraint à la démission, le bras de fer entre l'UEFA et Infantino a déjà changé la donne, en posant sur la table une question que le football ne pourra plus éviter, à qui appartient vraiment la Coupe du Monde ?